Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. C'est un voyage au fil de la Dordogne que nous vous proposons aujourd'hui. La poésie de ces paysages invite à la contemplation autant qu'à la découverte. De sa source à son embouchure, cette rivière de caractère traverse pas moins de 6 départements. En Haute-Dordogne, les étendues de terre vierge rivalisent de beauté avec les villages enclavés. Là, on est vraiment au cœur de la nature. J'adore. En plein cœur du Périgord, la guerre de 100 ans a marqué de son sceau le territoire. Les sous-sols cachent aussi des mystères tout aussi passionnants. Et dès l'entrée, c'est vraiment déjà très beau. On se croirait dans le Grand Canyon, là. Enfin, aux portes de Libourne, la Dordogne réserve encore quelques surprises aux curieux qui chercheraient à l'amadouer. On ne s'attend pas du tout à avoir des surfeurs sur une rivière. Laissez-vous surprendre et venez profiter des beautés des paysages grandioses et du patrimoine de la vallée de la Dordogne. Notre voyage commence en Haute-Dordogne, à une centaine de kilomètres de la source de cette rivière. Dans cette nature à l'état brut, le silence ressource autant qu'il apaise. Autrefois impétueuse, aujourd'hui domptée, la Dordogne s'écoule au rythme des gorges et des vallées qu'elle traverse. Au milieu de cette nature sauvage, des petits villages sont nichés dans les forêts. D'autres surplombent la vallée. Nombre d'entre eux sont d'ailleurs classés plus beaux villages de France. Laurine Thiodet est journaliste. Après avoir parcouru la France pour ses articles, elle a découvert la vallée de la Dordogne et a choisi d'y rester. En fait, ici, mon cœur, il a vibré un peu plus fort. Je me suis vraiment sentie chez moi. Cette amoureuse du patrimoine aime à faire connaître à ses lecteurs aussi bien les détails cachés que les décors grandioses de cette région. Ici, je suis tout le temps en contact avec la nature et ça fait un bien fou. Dès que je vois une cascade ou il y a la falaise à côté, je me dis, il y a une aventure qui va m'attendre quelque part. Il y a plein de choses encore à découvrir et toutes les pépites, elles s'égrènent au fil de la Dordogne. C'est magnifique. Laurine a décidé de remonter le fil de l'eau et l'histoire de cette vallée profondément marquée par les conflits. Elle nous emmène aux confins d'un territoire, aujourd'hui bucolique, qui fut pourtant le théâtre de batailles récurrentes depuis le 8e siècle. Si la Dordogne véhiculait les envahisseurs, c'est sur les plateaux que l'on se défendait. Près du village d'Ally, le château de la Vigne est l'un des nombreux témoins du passé mouvementé de la région. Il fut reconstruit au XVe siècle, au sortir de la guerre de 100 ans. Laurine rejoint Clotilde Fayet de la Tour, la propriétaire, dans le parc du château. Bon alors Laurine, tu vois ici, on est face à un magnifique panorama des monts du Cantal. Ouais, c'est magnifique. On se trouve à une zone frontière
entre la Haute-Vallée de la Dordogne, l'Auvergne, le Limousin. Et donc l'histoire a fait qu'on a toujours eu besoin de se défendre pour défendre le territoire. La forteresse originelle a dû affronter les incursions des Visigoths, des Vikings, puis pendant la guerre de Cent Ans, des Anglais. Elle protégeait alors les terres du royaume de France. Lors de sa reconstruction, le château de la Vigne, échaudé par plusieurs siècles de conflits, a conservé une architecture défensive. En plus, on voit bien avec cette tour qu'il était là pour défendre la famille du château. Alors non seulement la famille, mais les gens aussi du village, les gens d'alentour. Alors effectivement, c'est un château typiquement défensif. Il y avait des douves qui barraient l'entrée, qui ont été comblées au XVIIIe siècle. À la place des grandes fenêtres, il y avait d'étroites meurtrières. Et on voit qu'il y a un chemin de ronde sur mâchicoulis. Les murs sont des murs très épais en lave de basalte, cette pierre bleue de la région. En fait, le château permettait aux gens du coin, dès qu'il y avait, alors c'était pas toujours des grandes guerres, il y avait aussi même des petits pillages, etc., de venir être en sécurité dans le château. La forteresse a aujourd'hui changé de vocation. Elle est devenue, depuis 1950, la demeure familiale que Clotilde aime faire découvrir aux amoureux du patrimoine. À l'intérieur, comme le veut la tradition dans les châteaux, les murs sont ornés des portraits des ancêtres de la famille. Alors, on traverse le salon avec les boiseries 18e. Mais ce que je veux te montrer surtout, c'est la chapelle qui a subi pas mal de transformations et surtout qui a été l'occasion de beaucoup d'événements de famille. Ok, on y va. Regarde. C'est une chapelle très intimiste. La chapelle du château qui date du 15e. Et c'est vrai que c'est un endroit quand même où l'âme doit trouver cette intimité avec Dieu. La chapelle a beaucoup changé, elle a été un moment un débarras, elle a été transformée un temps en salon mauresque, comme c'était la mode, tu sais, comme Pierre Loti, l'orientalisme. Et en fait, dans les années 80, on s'est aperçu qu'il y avait des fresques. Et donc on les a restaurées. Regarde, quand tu lèves les yeux sur ce plafond gothique, on voit tous ces anges qui volent et qui portent chacun un instrument de la passion du Christ. Et donc la chapelle a retrouvé surtout sa fonction première. Elle sert pour des événements de famille. Moi, par exemple, je me suis fiancée ici. Ouais, super. Voilà. Et puis j'ai mon fils aussi qui a été baptisé dans cette chapelle. Oh, ouais, ça vit toujours en fait. Voilà, c'est une chapelle qui est vivante, familiale, mais aussi ouverte sur le monde. On se sent bien en tout cas. Dans la tour carrée qui relie les deux ailes du château, se cache une pièce d'architecture magistrale. Ah non, mais l'escalier est juste incroyable. Je le trouve très majestueux et en même temps, il s'envole, il est très aérien. Ouais. Alors tu vois, c'est un escalier qui a une très grande envergure. Les marches sont faites d'un seul tenant en tube volcanique, c'est le plus large de la région. Et c'est un escalier défensif. Effectivement, à l'époque, on maniait les armes, on apprenait à manier les armes toujours avec la main droite. Ouais. Et donc, quand tu étais attaqué, naturellement, tu avais là toute la latitude pour pouvoir manier ton arme. Alors que l'assaillant, lui, vient se heurter à la colonne. Ouais, ingénieux. Voilà, bah du coup, moi, je t'invite à monter cet escalier. Avec plaisir, allons-y. Je vais te montrer la petite pépite du château. Tu vois, je garde ça pour la fin. Super, la cerise sur le gâteau. Voilà, qui se trouve tout en haut de ce grand escalier. C'est un endroit si précieux que deux portes coupe-feu du XVe siècle le protègent. Alors regarde. Magnifique. Alors ça s'appelle un studiolo. C'est assez rare, il n'y en a que 3 en France qui sont répertoriés, dont celui du château de la Vigne. D'accord, c'est Alors, quoi? c'est un nom italien. Un studiolo, c'est une pièce qui est située tout en haut du château. Tu as vu toutes les marches qu'on a montées. Oui.
avec une seule fenêtre. T'entends le chant des oiseaux. Ah oui, c'est parfait. Et un décor propice à la réflexion. C'est un endroit où le maître des lieux venait pour méditer, pour élever l'âme. Non, mais là, ça date du 15e, mais c'est encore d'actualité. Moi, je me sens super bien là. Plus tard, ça a donné naissance au cabinet d'études et au cabinet de curiosité. Et qu'est-ce que ça représente, tout ça? En fait, c'est Pyrame et Thisbé qui sont les Roméo et Juliette de l'Antiquité. D'accord. Un amour fidèle, mais contrarié. Et le propriétaire des lieux, François de Scorail, a voulu se faire représenter sous forme d'amant mythique, légendaire, en Pyrame. Et il aurait probablement eu une aventure avec Agnès Charles. Oh, ok. Et c'est lui qui a commandité ces fresques. Donc c'est un éternel romantique. Et voilà, c'est la force de l'amour. Loin des forteresses hissées sur leur promontoire, les châtelains appréciaient aussi de séjourner en fond de vallée. À l'abri des regards, ils venaient profiter de havres de fraîcheur, comme ici, près du cirque d'Autoire. Avec ses falaises escarpées, c'est l'un des sites les plus sauvages du Quercy et une zone naturelle protégée. C'est avec Mélissa Hérol, guide conférencière, que Laurine a choisi de découvrir ce visage plus intime de la région. Donc là, regarde, c'est le site vraiment emblématique de la vallée de la Dordogne, c'est la reculée d'Autoire. Tu as une entaille en fait du plateau calcaire sur 3 km et tu as la magnifique cascade d'Autoire. Ah, du coup, c'est une super entrée en la matière. Là, on est vraiment au cœur de la nature. J'adore. C'est le meilleur endroit pour démarrer une visite d'Autoire. Ah, je suis bien d'accord. Et d'ici, finalement, regarde à gauche, tu vois le bourg médiéval qui se met en place à la fin du XIe siècle. Et puis ensuite, toutes les maisons, manoirs et châteaux qui s'installent plutôt au XVIe siècle. On y va? T'es prête? Allez, On descend voir les vieilles pierres du village? C'est parti. En fond de vallée, le petit village d'Autoire resplendit avec ses tuiles brunes et son église du XIe siècle. Autoire, en fait, c'est un petit village et pourtant, il y a beaucoup de châteaux. De manoirs et de châteaux. Ouais. En fait, c'est vraiment l'originalité d'Autoire. C'est que la bourgeoisie et la noblesse de Saint-Céré va choisir Autoire à partir du XVIe siècle comme cité de villégiature. D'accord. Donc chacun va faire édifier son manoir, son château, avec jardin, cour intérieure. Alors celui-là, je voulais particulièrement te le montrer, c'est le château de Limargue. Il a une histoire vraiment très particulière. C'est un habitant d'Autoire qui, sous Charles VIII, va s'illustrer pendant les guerres d'Italie et qui va gagner son rang de noblesse et qui va édifier son château. Au niveau de ces tours, est-ce qu'il y a un atout militaire? Alors la tour principale, c'est la tour d'escalier qui dessert les différents niveaux, mais celle-ci effectivement avait un rôle militaire. Cette route était la route d'accès en fait d'entrée au village par la cascade. Ok, donc il est vraiment bien situé. Parfaitement situé. Comme j'aime beaucoup les vieilles pierres, c'est vrai que ce château me parle énormément. Avec ses belles tuiles en écaille, il est vraiment très soigné. C'est vrai qu'il fait vraiment le charme d'Autoire. Tous ces châteaux, manoirs et gentilhommières ont valu à Autoire d'être surnommé le petit Versailles du Lot. Une ambition de grandeur qui s'est poursuivie au fil du temps. J'imagine que tu connais la place de la Fontaine à Autoire. Alors je connais, mais avec toi, je suis sûre que je vais la redécouvrir sous un nouveau jour. Alors en fait, c'est le lieu idéal puisqu'on est entre le vieux village médiéval et l'extension qui va se faire. La fontaine a été créée grâce à une souscription privée en 1860. Les grandes familles d'Autoire, de la noblesse, de la bourgeoisie, ont financé l'installation de la fontaine. Ces familles tenaient vraiment à avoir ce petit clin d'œil de modernité dans le village. Mais on les comprend aussi parce que quand on la voit maintenant, on voit que c'est l'endroit phare d'Autoire. C'est vraiment super joli, quoi. Sur cette petite placette là, super. Tout en haut du village, à l'abri des regards, se cache une autre curiosité habituellement inaccessible. Et donc là, on a la chance de rentrer dans le château de Buscaille. Merci. Ce château,
est aujourd'hui une propriété privée. Ah, mais c'est trop chouette parce que d'habitude, moi, je reste aux alentours d'Autoir et vraiment pouvoir rentrer ici, super. C'est un privilège. C'est côté jardin que cette demeure révèle tous ses atours. Ce que tu vas voir, elle a vraiment une histoire particulière, cette maison. Ce fameux château de Buscaille, regarde-le bien. En fait, il est composé de 2 corps de logis complètement différents, séparés à l'origine par une petite venelle, par une petite ruelle. La tour d'escalier est édifiée au XVIe siècle pour unifier en fait les 2 corps de logis et en faire un seul et même château. Bon, c'est vraiment une histoire unique à Autoir, en sachant qu'à nouveau, ce sont 2 propriétaires. Donc cette double propriété, c'est le côté un peu insolite d'Autoir. Oui, une histoire insolite de la maison, mais en même temps, de ce côté-là, quelque chose de tout à fait traditionnel, le pigeonnier du Quercy que tu retrouves dans toute la région. Et celui-ci, je ne sais pas si tu as fait attention, regarde là-haut, il est couvert de l'os de schiste. C'est très bon matériau de couverture et on le retrouve d'ailleurs finalement dans le reste du village. Regarde cette jolie vue, les plus belles bâtisses d'Autoir, tu les as couvertes de l'os de schiste. Ah, mais cette vue, mais moi je l'adore, elle est magnifique. Loin du faste des résidences de villégiature du XVIe siècle, la vallée était aussi une terre de fermes et de paysans. En plein cœur de la Corrèze, une recette ancestrale raconte les habitudes culinaires de ces familles. Dans son restaurant d'Argentat-sur-Dordogne, le chef Nicolas Solignac perpétue les fondamentaux de la cuisine de son terroir. Alors Nicolas, qu'est-ce que tu prépares de bon? Alors Laurine, aujourd'hui on va préparer une recette typique de la région. Ouais, ça va être un petit salé andouille avec de la mique, donc un pain très local qui va cuire en cocotte dans le bouillon du petit salé. Pour donner tout son goût à la mique, elle est cuite dans un bouillon fait maison avec des légumes de saison. Et pourquoi on dit que c'est une mique corrézienne? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Alors la mique, c'est un plat qui est présent en Corrèze depuis très longtemps. C'est un plat de pauvre qui était fait généralement dans les fermes, étant donné qu'en fait, à la ferme, avant, ils n'avaient pas la capacité d'allumer le four à pain tous les jours. D'accord. Donc c'était un pain qui cuisait dans le bouillon. D'accord. Et cette recette était transmise de génération en génération. Chaque famille avait sa propre recette en fonction des produits disponibles. Du lait, du petit lait ou même de l'eau quand les ingrédients manquaient. Alors, il n'y a pas forcément du beurre dans la recette de la mique, D'accord. mais ça va lui permettre de donner un peu plus de gourmandise et est-ce qu'elle sèche moins. C'est ce qui fait ta petite pâte. Voilà, c'est ça, c'est mon truc ça. Donc maintenant que notre pâte, tous nos ingrédients sont incorporés, donc on l'a faite à la main, comme à la ferme, pareil. Maintenant on va réaliser une clé, comme pour le pain. Donc on va venir en fait resserrer la pâte pour lui donner du corps et on va faire notre boule. Est-ce que tu veux essayer avant qu'on la mette à pousser? Allez, j'essaye. Mais apparemment, il y a une vraie technique, donc est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu Alors oui, c'est pas très compliqué. Juste tu vas prendre ta pâte fermement avec les mains et tu vas dessiner un cercle en la faisant rouler dans la paume de ta main. D'accord. Bon, Allez, à toi. bien comme ça. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Laisse-la se promener un peu. Ah. Pour une première fois, c'est vraiment pas mal. Super. C'est vraiment bien. Tu vois, elle a une belle forme. Tu vois, on sent qu'elle est légèrement élastique. On va finir de la serrer un tout petit peu. Et on va mettre donc notre mique à pousser. Il y a une fermentation pendant à peu près une quarantaine de minutes. D'accord. Le petit salé va mijoter avec les légumes. Et c'est dans ce bouillon, plein de saveurs, que la mique cuira juste à côté. Bon, j'espère que ça va te plaire. Hein. En tout cas, ça sent super bon. Alors, tu vois, là, il faut faire attention de ne pas se brûler parce que c'est très très chaud. Hop, on l'égoutte un petit peu. C'est ce féculent qui donnait la force nécessaire aux paysans d'antan de continuer leur travail au champ. La mique est devenue la touche finale d'une assiette riche en couleurs. Ça a l'air délicieux en plus. Ah ben ouais, ça sent bon, hein, t'as vu? Ouais. Et en plus, tu mets ça avec une telle minutie là. Un vrai tableau. On essaye de s'appliquer, de répartir les couleurs correctement.
Alors ça, c'est le plat familial de la Corrèze par excellence. Ça peut se faire à toute saison. Donc je suis super content de te faire découvrir ça. Ah ouais, merci beaucoup. Je redécouvre en fait un plat corrézien et magnifique. Merci beaucoup, mais ravi que ça t'ait plu. On sent c'est le plat généreux par excellence. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Je me régale. Notre périple au fil de la rivière se poursuit en Périgord noir. En nous éloignant de la Haute Dordogne, le cours de l'eau s'assagit. Pourtant, par le passé, c'est ici qu'eurent lieu les combats les plus féroces de la guerre de Cent Ans. Dressés sur leur promontoire, les châteaux rivaux du royaume de France et d'Angleterre se toisaient d'une rive à l'autre, avec la Dordogne comme frontière. Alexandre Mesturou est féru d'histoire. Cet enfant du pays, devenu guide, aime transmettre son attachement à la région. Moi, j'ai grandi au milieu des châteaux dans cette région et la première chose que j'aimais faire en sortant de l'école le soir, c'était prendre mon canoë dès qu'il faisait beau et puis aller me balader sur la Dordogne pour admirer tous ces châteaux et des grottes. Alors, en tant que guide, ce que j'aime partager, c'est bien évidemment des anecdotes historiques dans un premier temps, mais aussi ce qui est important pour moi, c'est d'aller rencontrer des gens, que ce soit des artisans ou tout simplement des passionnés. Sur sa chaîne internet, Alexandre met en valeur les paysages et le patrimoine foisonnant de la vallée. L'histoire, c'est pas uniquement dans le passé, il y a des gens qui continuent à la faire vivre aujourd'hui et pour moi, c'est hyper important de mettre ça en avant. C'est à quelques kilomètres de sa maison familiale qu'Alexandre a décidé de nous emmener. Juché sur un belvédère, le château des Milandes fut bâti au XVe siècle, en pleine Renaissance. Ses lignes douces et harmonieuses se distinguent de l'architecture militaire des forteresses de la région. Et les femmes qui ont toujours vécu dans ce château n'y sont probablement pas pour rien. La plus illustre d'entre elles fut Joséphine Baker. Cette reine du music-hall des années 40 y laissa son empreinte. Pour en apprendre plus sur cette résidente pas comme les autres, Alexandre retrouve Angélique de Saint-Exupéry, la propriétaire des lieux. Alors Angélique, je suis ravie de venir me promener avec vous dans le château de ma voisine préférée. Ah, Est-ce que... vous me flattez, là. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment Joséphine est arrivée ici aux Milandes ? Alors, elle est arrivée tout simplement en 1938. Elle commence à louer le château grâce aux propriétaires de l'époque qui n'ont pas envie d'habiter ici. Et ils louent la propriété, elle s'installe. Elle a un coup de cœur pour ce château au milieu du Périgord noir. Et je pense que ce qu'elle aimait avant tout, c'était la campagne, la simplicité. Et je crois qu'elle a surtout envie de se mettre au vert parce qu'elle sent l'arrivée aussi de la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Et on la comprend bien, le cadre est juste incroyable ici. Le château des Milandes, que l'icône des années folles finira par acheter, est également le lieu idéal pour accueillir les 12 enfants qu'elle adopte de par le monde. La demeure héberge alors ce que Joséphine Baker appellera sa tribu arc-en-ciel. Angélique de Saint-Exupéry s'applique à conserver l'âme de cette période de fraternité à travers le mobilier du château. On rentre maintenant dans l'univers de Joséphine Baker. La Bien fameuse sûr. salle des robes. La salle des robes qui présente quelques-unes de ses toilettes qu'elle a portées donc, entre 1930 avec le kimono qui est derrière et jusqu'à 59 et 60. Celle-là, elle est magnifique. Hein. Oui, moi je l'aime beaucoup. Elle fait très contemporaine d'ailleurs. Enfin, je trouve Ouais. qu'on pourrait la porter en soirée. Et alors, on l'a achetée avec maman en vente aux enchères en 2002 à Chartres. C'était une robe de music-hall, mais on ne savait pas à qui elle était. Et maman me dit, bah, je te l'achète pour une de tes soirées. J'avais 25 ans à l'époque. Et, et c'était, non, mais ça fait rêver d'aller avec ça en soirée. Sauf qu'un jour, par hasard, je la montre à Akio Bouillon, le fils aîné de Joséphine, et il me dit, mais maman a porté cette robe en 1959 dans Paris, Mes Amours. Elle dansait sur un tambour, alors, et elle dansait le Charleston avec cette robe. Ah, Donc génial. ça a été un coup de cœur, un coup de foudre pour cette robe et pour son histoire.
Et c'est ainsi que la robe est passée de la penderie d'Angélique à la vitrine de Joséphine Baker. Donc quand on voit toutes ces belles robes, Angélique, on se dit que Joséphine a forcément porté des grands couturiers pendant sa carrière. Oh oui, elle en a porté énormément. Au début de sa carrière, Jacques Fath, Jean Patou, bien sûr Christian Dior, Balmain. Effectivement, Joséphine, c'est pas uniquement la ceinture de banane. Et oui, c'est ce que les gens ils ont ce cliché dans la tête. Joséphine Baker, la ceinture de banane, en réalité, elle avait des toilettes extraordinaires. Et la ceinture de banane, ça a été un moment de sa vie, en 1927. Et puis très vite, elle veut quitter la ceinture de banane et la nudité. Et elle va commencer à chanter, donc en 1929. D'accord. C'est à cette date que Joséphine Baker entre dans les grandes salles parisiennes et qu'elle commence à porter les tenues aujourd'hui conservées au château. Et là, on arrive dans ma pièce préférée, Angélique. Et là, la salle de bain de Joséphine Baker. Alors, le plafond est doré à la feuille. Oh là là. Les carreaux qui sont entre la porcelaine noire sont des carreaux en pâte de verre de Murano. Ils sont dorés à la feuille. Donc c'est dans le pur style art déco. Mais on est en 1949 à l'époque. Joséphine a acheté le château depuis 2 ans. Et elle souhaite avoir les mêmes salles de bain qu'elle avait à Paris, bien sûr. Incroyable. La star choisit l'or et le noir, à l'image des couleurs du flacon de son parfum préféré. Et c'est vrai que ça paraît très étonnant dans un château finalement de la fin de l'époque gothique, avoir une salle de bain art déco. Je crois que Joséphine, elle aimait détonner, tout à fait. En tout cas, c'est magnifique. Loin du faste, des paillettes et de la scène, une pièce du château raconte un autre visage de Joséphine Baker. Alors Angélique, on l'a compris récemment avec sa panthéonisation, mais Joséphine Baker, c'est donc pas uniquement une star du musical. Non, il y a plein d'autres choses. Et c'est ça qui m'a passionnée chez elle, c'est que c'est un personnage aux multiples facettes, et notamment une facette absolument extraordinaire, c'est son engagement pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est au service du renseignement français. Elle se donne à fond, et moi, c'est ce que j'aime dans ce personnage. Ça me donne des frissons quand j'en parle, parce que, eh bien, elle veut se donner à la France qui l'a accueillie en 1925. Elle veut rendre à la France ce que la France lui a donné. Et puis, derrière nous, eh bien, la remise de la Légion d'honneur des mains du général Vallin. Et c'est ici, au Milan, qu'elle reçoit cette décoration. D'accord, c'est ici que la cérémonie a eu lieu. Oui. Cet engagement, pendant la guerre, moi, c'est ce qui m'a toujours donné envie d'avoir ce château des Milandes et de raconter son histoire. Le château des Milandes et la région ont abrité pendant la Seconde Guerre mondiale de nombreux résistants. Ils trouvaient ici des bâtisses, des forêts et des grottes pour se cacher. Au détour d'un méandre de la Dordogne, le monde souterrain peut lui aussi dissimuler son histoire. Comme cette falaise de pierre qui a gardé son secret jusque dans les années 2000. À ses pieds, devant la grotte de Maxange, Alexandre retrouve Olivier Caballero, le propriétaire de ce lieu inattendu. Alors Olivier, moi, c'est une grotte dans laquelle je suis venu quand j'étais tout petit. Ça devait être en 2004 ou 2005. D'accord, ok, donc juste à l'ouverture. On a ouvert en 2003, donc. Ah oui, d'accord. Donc sur une ancienne carrière de pierre à bâtir que mon grand-père exploitait depuis les années 60, que mon père a reprise quelques années après. Et c'est donc en 2000 que mon père a découvert la grotte. Donc c'est une histoire de famille. Tout à fait. Et on a gardé justement un lien avec le nom de Maxange, en hommage à Maximilien, mon grand-père, et Angèle, mon père. D'accord, ok. Alors qu'il exploite la carrière, le père d'Olivier ne s'attend pas à y dénicher autre chose que des pierres à bâtir. Pourtant, au détour d'une faille intrigante, Angèle découvre une cavité mystérieuse qui cache une grotte exceptionnelle. Merci. Toute la famille décide alors de l'aménager. Et dès l'entrée, c'est vraiment déjà très très beau. On se croirait dans le Grand Canyon, là. Ouais, c'est vrai, là, on a une morphologie au niveau de la roche qui est complètement naturelle. Là. On a un travail d'érosion qui est assez exceptionnel.
Mais ça y est, voilà, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Donc on a des stalactites et stalagmites, ce qu'on voit donc quand même dans beaucoup de grottes. Mais vraiment, ce qui fait la particularité ici à Maxange, ce sont toutes celles que tu peux voir qui vont dans n'importe quelle direction. On appelle ça des excentriques. D'accord. Donc des concrétions vraiment complètement atypiques, très très rares, qu'on trouve vraiment que par petite quantité quand on en trouve. Et là, c'est vrai qu'ici, dans cette grotte, on en a plusieurs dizaines de milliers. À foison. On les voit là-haut, c'est vraiment incroyable. Ouais, ça remonte même complètement à la verticale, par capillarité. Au cœur de la falaise, dans les entrailles de la Terre, cette sculpture de la nature est considérée comme unique grâce à la quantité d'excentriques qu'elle abrite. Elle fascine d'ailleurs les spéléologues du monde entier. On se croirait vraiment au fin fond de la mer, au milieu des coraux. Ouais, c'est vrai que c'est l'avis général. Hein. Beaucoup de visiteurs nous font cette remarque-là. Ça fait beaucoup penser au fond marin. Donc ça va être dû principalement à un débit d'eau qui est très très faible et régulier. Généralement, dans une grotte, les gouttes, elles tombent, hein, elles sont attirées par la gravité. Ouais, la cristallisation va généralement se faire à la verticale. Pour les excentriques, c'est un peu différent. C'est qu'en fait, on a un débit qui est tellement faible qui fait que les gouttes ne sont pas forcément soumises aux lois de la gravité. D'accord. Donc les cristaux peuvent être également attirés par d'autres forces, notamment des forces de capillarité qu'on connaît tous, hein, avec l'exemple du café qui remonte dans le morceau de sucre, par exemple. D'accord. Des forces de cristallisation aussi. Les cristaux entre eux exercent une certaine force, peuvent très bien remonter à la verticale, former des boucles. Donc tout ça fait que ça se mélange vraiment dans n'importe quelle direction. On n'a pas deux excentriques identiques. Ouais. En tout cas, c'était un fabuleux souvenir d'enfance et je suis ravi de la redécouvrir aujourd'hui avec toi. Écoute, je suis ravi également. C'est vrai que même moi, avec du recul, je la redécouvre à chaque fois que je la revois après même des milliers de passages. Si l'eau a modelé les sous-sols du territoire, elle a également façonné son lit dans les paysages et fait aujourd'hui l'identité de la vallée. Les villes se sont souvent développées autour de cette ressource qui a facilité le transport des marchandises jusqu'au début du XXe siècle. Tout le long de la rivière Dordogne, la batellerie a longtemps joué un rôle primordial, comme ici, à Bergerac. À partir du Moyen Âge, c'est depuis cette ville-étape que des marchandises étaient acheminées vers Bordeaux, puis vers l'Angleterre. Sur l'ancienne cale de la ville, Alexandre embarque avec Philippe Lapaois, guide conférencier, à bord d'une gabarre, le bateau emblématique de cette rivière. C'est toujours un plaisir de faire une balade sur la Dordogne, en particulier sur un vieux bateau comme celui-là. Philippe, quelle est la spécificité des gabarres? Les gabarres sont des bateaux qui n'ont pas de tirant d'eau, qui n'ont pas de quilles et qui donc sont tout plats. Hein. L'avantage de ces bateaux sur une rivière, c'est que ce sont des bateaux très stables. Et oui, évidemment. Voilà. Ils ne s'enfoncent dans l'eau que de 40 cm. D'accord. Et c'est ça l'atout. Parce qu'un canal, l'homme le creuse, donc il décide de mettre une certaine profondeur. Nous, le problème, c'est que quand tu descends d'Argentat jusqu'à Libourne ou même Bordeaux, il y a des endroits où il n'y a que 60 cm de profondeur sur toute la largeur, si tu veux, de la Dordogne. D'accord. Et ça, c'est un gros problème. Bien sûr. Eh bien, nous, non, parce que, voilà, 60 moins 40, alors tu vas me dire, ouais, c'est juste, hein. Mais ça passe. Bah oui. Les bateaux descendaient du bois, des céréales, des pierres et du vin, aidés par les courants parfois intenses de la Dordogne. La rivière est alors une autoroute fluviale. Plus de 4000 gabarres naviguent chaque saison, à une époque où il n'existe aucune autre infrastructure pour rattacher la Haute-Dordogne à la Gironde. Le pont vers lequel on arrive, il me semble qu'il est connu, non? Alors oui, ils sont même très connus, ces ponts. C'est les ponts qu'on appelle les ponts Gustave Eiffel. Donc celui-là s'appelle le pont des Gilets. Et voilà, par rapport à l'histoire des gabarres, il a, je dirais, une importance car c'était un pont ferroviaire. Alors aujourd'hui, il ne l'est plus, il est routier. Mais en 1885, quand on le construit, c'est pour créer une ligne ferroviaire. Et bien sûr, le train va être, je dirais, l'assassin, la destruction, la fin des gabarres en fait. Parce que le train arrive et la grosse différence avec nous, c'est qu'ils vont 10 fois plus vite. Bah oui. Voilà. Aujourd'hui, les gabarres revivent grâce à des passionnés comme Philippe,
qui emmène les touristes de passage découvrir l'histoire et le cadre exceptionnel de cette région. Une des fiertés de la région, c'est le fait que la Dordogne est une des rivières les moins polluées de France. Tout ça, ça a un impact sur la biodiversité. Ouais, complètement. Hein. La Dordogne, elle est protégée, elle est même inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Hein. Donc, et alors, l'avantage, c'est que c'est pas comme certaines rivières, des fois des tronçons, des parties seulement. Nous, c'est toute la Dordogne. Toute la longueur, voilà. Et les berges. Alors, c'est génial parce que l'eau, étant très peu polluée, elle est très poissonneuse. Donc, les oiseaux, ils ont ici, regarde, voilà. L'appartement, je veux dire, le logement, magnifique. Alors, ils ont des endroits pour faire des nids, en veux-tu, en voilà. Ouais. Et surtout, ils ont surtout un réfrigérateur qui est plein, qui s'appelle la Dordogne, et qui leur permettent donc de revenir chaque année, ces oiseaux migrateurs, depuis l'Afrique subsaharienne, se reproduire ici. Et ils vont repartir à la fin de l'été. On en voit là-haut. Comme tu peux voir, là-haut, ce sont ce qu'on appelle des milans noirs. Donc, ce sont des rapaces qui peuvent aller jusqu'à taille adulte 1,50 m. Comme tu le vois, voilà, ils sont toujours en train de planer en utilisant les courants d'air et les courants d'air chaud aussi. Et eux, ici, c'est le paradis sur Terre. Hein, Ce petit paradis s'étend tout le long de la Dordogne. À l'approche de son embouchure, la rivière s'habille de mystère. Avec ses brumes matinales, elle se pare de magie et nous offre encore un autre visage. C'est ici que notre voyage continue, entre la poésie des vignobles du Libournais et le charme des villes multiséculaires. Au cœur de Libourne, Laurence Pustetto a décidé d'ouvrir dans sa maison une galerie d'art contemporain. Originaire du Pays Basque, elle a fait toute sa carrière de scénographe à Paris avant de s'installer en 2019 dans cette ville. C'est une ville que j'ai vraiment choisie, que j'ai trouvée très belle, avec ses pierres de Gironde. Et on sentait cette ville en train de renaître au travers d'une vibration dans l'air. C'était vraiment palpable, cette dynamique qui s'installe dans cette ville. J'étais là pour ouvrir cette galerie à Libourne. Et donc c'est très intéressant de démarrer une aventure dans un lieu qui vibre déjà d'une dynamique d'ensemble. Voilà, c'était un argument pour moi de m'installer à Libourne. Et ça ne s'est pas démenti depuis que j'y suis. Laurence ne sait pas encore tout du riche passé de sa ville d'adoption. Libourne a en effet connu des périodes fastes et plus sombres au cours de son histoire. Elle fut construite au XIIIe siècle à un emplacement stratégique, au point de rencontre de deux rivières, la Dordogne et son confluent, l'Isle. C'est à cet endroit incontournable de la ville que Laurence rejoint Camille Desvaux, une romancière passionnée par l'histoire de Libourne. Camille, on arrive à la confluence, c'est quelque chose de très très important pour cette ville. Oui, il faut savoir que toute l'histoire de Libourne est basée sur cette confluence et sur sa situation géographique qui est unique au monde. C'est-à-dire un confluent, l'Isle et la Dordogne, en fond d'estuaire, qui permettait aux bateaux d'arriver jusqu'ici et de faire de Libourne le premier port de navigation maritime à 100 km à l'intérieur des terres. Et donc, quand ce port était un port maritime, j'imagine que ici, il y avait des centaines de bateaux et une vie grouillante de dockers, de marins. Certes. Alors, il faut s'imaginer, Laurence, que de chaque côté, par les rivières, arrivaient toutes les gabarres, les coureaux, tous les bateaux de rivière, et à la fois les grands bateaux de mer qui arrivaient directement de l'océan. Et tous ces navires de rivière et de mer se croisaient dans ce port. Se croisaient, et les marins aussi. D'accord. Autant te dire qu'il y avait une faune assez importante ici. Oui. Ce port dédié au commerce du vin et du bois a appartenu au roi d'Angleterre du XIIIe au XVe siècle, comme toute l'Aquitaine. Ils firent construire à Libourne une bastide face aux menaces du royaume de France. Alors
Là, tu vois, Laurence, on passe sous une porte qui faisait partie des remparts de la ville. C'était la porte principale, la porte d'entrée. On l'appelait la porte de la mer. Donc on est dans la ville. On est dans la ville. Superbe. Une ville qui fut une cité marchande depuis ses origines. La place centrale a d'ailleurs gardé cette vocation. Donc ici, on est sur la place de la Bastide qui était construite, si j'ai bien compris, selon le modèle des camps romains. Exactement, voilà. On est dans une bastide médiévale, c'est-à-dire une ville nouvelle du Moyen-Âge. Il y en a eu à peu près 400 construites sur 150 ans durant la période anglaise. Et elles étaient toutes construites sur le même plan, avec les deux axes principaux, qui se coupaient ici au niveau de l'ancien QG, qui est devenu la place centrale, avec toujours l'hosto de Bilhao, l'hôtel de ville, qu'on voit ici. Somptueux. Qui a été construit un petit peu après la Bastide, puisqu'il date du XVe siècle. Mais il a été entièrement abattu et restauré à l'identique et agrandi en 1900, au début du XXe siècle, avec cette allure néo-gothique pour conserver l'image architecturale de la ville. On a beaucoup de chance parce qu'il fait un temps splendide pour découvrir cette façade somptueuse de l'hôtel de ville de Libourne. Elle est très belle. Les pouvoirs politiques et spirituels étaient aussi excentrés de la ville pendant la période anglaise. Dissimulée dans les environs de Libourne, sur les terres d'un château aujourd'hui disparu, la chapelle royale de Condat fut pendant longtemps l'un des témoins de la présence anglaise en Aquitaine. Cette chapelle fut également une halte et un lieu de pèlerinage sur les chemins de Compostelle. Alors là, je vais te présenter un endroit exceptionnel, magique, que j'appelle l'âme de Libourne. D'accord. Quelle incroyable clé. Superbe. Viens. Oh, Camille, quelle merveille. C'est assez émouvant. C'est une surprise totale de découvrir ce lieu à Libourne. Ce joyau bien caché fut en partie restauré grâce au talent d'un des plus grands architectes du XIXe siècle. Ce sont des élèves de Viollet-le-Duc qui ont fait toute cette restauration picturale au XIXe siècle, avec les couleurs si reconnaissables de Viollet-le-Duc. Ce rouge qui représente le pouvoir spirituel, le pouvoir du Christ. Ce bleu avec des fleurs de lys qui représentent le pouvoir temporel. Et puis tout le haut, tout le ciel étoilé, c'est la Vierge Marie, puisqu'on est dans un sanctuaire dédié à la Vierge Marie, un sanctuaire marial, comme à Lourdes. Ici, c'était un petit Lourdes du Moyen-Âge. Il y avait à côté une source miraculeuse, qui est maintenant privée. Les pèlerins et surtout les marins venaient demander l'intercession de la Vierge avant de prendre la mer, puisque tu sais que la rivière, la Dordogne et la Garonne s'appelaient la mer. C'est incroyable, ça nous redonne toute l'importance que constitue cette belle ville de Libourne. Exactement. C'est sous cette protection divine que les marins d'eau douce et d'eau de mer partaient affronter les tumultes de la rivière. Ils acheminaient bien souvent du vin, produit à foison dans le Libournais. Le précieux breuvage était transporté dans des tonneaux pour faciliter son déplacement sur les navires de la Dordogne. Laurence a choisi d'aller découvrir une tonnellerie artisanale avec Dominique Millet, gérant de l'entreprise familiale. Ici, des barriques sont fabriquées grâce à un savoir-faire ancestral hérité des Gaulois. Ces tonneaux en bois, qui ont supplanté les lourdes amphores romaines en terre cuite, avaient l'avantage de rouler. La magie de cette fabrication passe encore aujourd'hui par la maîtrise du feu. Dominique, tu viens de faire des feux dignes des forces de Vulcain. Pourquoi? Voilà. Alors, et qu'est-ce qu'il va se passer? Alors là, on a allumé nos chaufferettes pour chauffer la barrique. Le feu va nous servir en fait à cintrer le bois dans une première phase pour lui donner sa forme ronde. Oui, mais alors tu me parles de chauffe, mais il y a des flammes, il va brûler le bois. Non, il ne va pas brûler. On va un petit peu l'arroser au départ et après, on va canaliser bien la flamme pour pas que ça brûle. En fait, il ne faut pas que ça brûle du tout, il faut que ça chauffe.
Ça veut dire que c'est ton expérience qui sait à quel moment le feu a la bonne température? Oui, tout à fait. Enfin, bon, avec bientôt 40 ans d'expérience, en fait, on arrive à déterminer la température de chauffe rien qu'avec le nez et les yeux, c'est-à-dire à la couleur que va prendre le bois et à l'odeur qu'il va dégager. Je suis impressionnée, c'est des métiers d'expérience, c'est bien. 4 ans sont nécessaires aux apprentis tonneliers pour domestiquer l'étape du feu. Donc là, la barrique elle va monter en température. Donc on voit quand même ça chauffe. Ça va commencer par chauffer à l'intérieur. La chaleur va se diffuser dans toute la pièce de bois. Et après, on va pouvoir le cintrer quand les bois vont être bien chauds. D'accord. On va positionner le câble pour cintrer la barrique. Hop. Voilà. Voilà. Petit à petit, on va voir le câble va doucement serrer la barrique. Donc on a le bois qui a bien chauffé, le bois s'est assoupli et là il va se plier tranquillement, doucement. On voit bien que ça serre. Le jour disparaît, on ne voit plus les flammes à travers les douelles. On ne voit plus le feu. Voilà, donc le cerclage qu'on a mis de ce côté pour serrer la première partie, quand on aura retourné, on va cercler de l'autre côté. Donc en fait, ça tient par l'assemblage, la force des cercles. En fait, oui, il n'y a pas de collage, pas de Il n'y a pas de collage, il n'y a pas de bouffetage, il n'y a rien du tout. C'est C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est faite, la barrique, si on enlève les cercles, eh bien, on récupère les petits morceaux, on revient au départ. C'est frappant pour moi qui mets pour la première fois de ma vie les pieds dans une tonnellerie. Ces odeurs sont frappantes. Ah oui, c'est frappant. Ce bois qui est en train de chauffer, ces notes pain grillé, vanille, etc. C'est tous les jours comme ça. Et pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Je te le souhaite. Donc en fait, c'est ça qui va être transmis en fait. Nous, on ressent ça aujourd'hui, mais c'est ça qui va être transmis au vin ou à l'alcool. D'accord. Aujourd'hui, la Dordogne ne sert plus au transport du vin, mais fait la joie des plaisanciers. Sur l'ultime tronçon, avant l'océan, la rivière réserve encore des joyaux et un phénomène unique. Impatiente d'aller les découvrir, Laurence embarque avec la guide Béatrice Néoty. Certaines beautés des rives de la Dordogne ne sont effectivement visibles que depuis l'eau, comme le château de Vert, qui fut tour à tour aux mains des Anglais et des Français pendant la guerre de 100 ans. Viens voir. Magnifique, dis donc. Il n'est pas beau? Incroyable, incroyable. C'est le fleuron du Libournais. Et là, tu as plutôt une façade Renaissance, puisque les châteaux ont évolué. Et à les Renaissances, on n'avait plus besoin de se défendre, donc les gens ont embelli, ont fait rentrer la lumière, ont créé des fenêtres à meneaux. Et tu as un magnifique escalier en fer à cheval qui surplombe les douves sèches et qui domine le jardin à la française du château de Vert. C'est splendide, superbe. Oh, quelle belle surprise. Ce n'est pas la dernière surprise pour Laurence et Béatrice. À quelques kilomètres de là, la Dordogne et la Garonne vont se marier pour former ensemble l'estuaire de la Gironde, puis se jeter dans l'océan Atlantique. Ici, déjà, alors que le grand voyage de la rivière touche à sa fin, l'eau salée rencontre l'eau douce et donne cette singulière couleur café au lait. Cette union provoque un autre phénomène, très spectaculaire, et l'événement peut rassembler des centaines de personnes. Un moment à ne pas rater qui réunit les amateurs de glisse lors des grandes marées. Allez, viens Laurence, je t'ai préparé une petite surprise. Superbe. Profitez d'un bon moment. On ne s'attend pas du tout à avoir des surfeurs sur une rivière. Tout le monde a étonnamment rendez-vous avec une vague. Une ondulation qui va naître de la rencontre entre la marée montante de l'océan et le courant de la rivière. On appelle ce phénomène le mascaret. C'est assez unique dans le monde, puisqu'il n'y en a que 40 dans le monde des mascarets. Et ici, voilà, grâce à ce phénomène naturel, avec les hautes marées, il faut une topographie particulière. Ici, on est dans une courbe avec des profondeurs importantes, ce qui fait que la vague va se former avec une onde, une houle plus importante. On a une succession de 4-5 vagues. Donc ici, on a un spot assez important à Saint-Pardon. Magique. C'est vraiment un moment festif ici. Et quand la vague arrive, c'est le moment de la savourer.
Qu'on la pratique en surf, en gabbard ou depuis ses berges, la Dordogne surprendra toujours ceux qui prendront plaisir à l'admirer ou à s'aventurer dans ses flots.